Allume la science. C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme. Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière. Une sorte de relativisme absolu. Inversion complète de la charge des protons. La Terre va entendre ces mots. Allume la science. Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Dimanche dernier, un peu plus d'un Montpelliérain sur deux en âge de voter s'est rendu dans les urnes pour désigner son prochain ou sa prochaine maire. 13 listes étaient proposées, parmi elles, 7 étaient menées par un homme et 6 par une femme. Sur chacune de ces listes, autant de candidats que de candidates pour siéger au futur conseil municipal. Normal. Sauf que ce qui semble normal, voire invisible pour un bon nombre d'entre nous, était une nouveauté pour tous ceux et celles vivant dans des communes de moins de 1000 habitants, soit 70% des communes françaises tout de même, qui se sont vues proposer des listes paritaires pour la première fois en application de la loi du 21 mai 2025. Ces communes non soumises à des contraintes paritaires comptaient jusqu'à présent 37,6% de femmes dans leur conseil, contre 48,5% dans les communes plus peuplées. Alors on ne parlera pas ici d'aboutissement de la parité, nous n'y sommes pas, loin s'en faut, mais de continuité d'un processus de féminisation de la vie politique initié sur le plan légal il y a plus de 25 ans, le 6 juin 2000 très exactement. Depuis, chaque gouvernement a fait son petit pas en avant et gageons que certains auraient bien fait un grand pas en arrière si les bases de ce mouvement visant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives n'avaient pas été inscrits dans la Constitution sous Jospin. Alors, quelles ont été les étapes de cette marche vers la parité en politique ? Quels en sont les outils démocratiques ? Les différentes assemblées locales ont-elles avancé au même rythme et comment ? Et aujourd'hui d'ailleurs, on en est où ? Toutes ces questions, nous les posons à notre invitée du jour. Elle est donc maîtresse de conférences à la faculté de droit et de sciences politiques, chercheuse au CEPEL. Elle a participé à l'ouvrage Sociologie des élus locaux où elle signe le chapitre La fragile mécanique paritaire à l'épreuve des rouages politiques. Avec nous dans le studio de Divergence, Aurélia Troupel, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Allume la science. Merci. Allume la science n'est pas une démocratie et les femmes y sont totalement majoritaires puisque cette semaine encore à mes côtés pour mener cette interview, Aline Perriot. Bonjour Lucie, bonjour tout le monde. Et Alice Rollet à la régie. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti. Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56... Alors Aurélia, cet article dont on va parler, ce chapitre, vous y faites l'exégèse de la législation sur la féminisation de la vie politique en remontant donc à 1992. Et vous parlez des années 90 comme d'une décennie paritaire. Alors c'est pas vous uniquement apparemment, mais pourquoi est-ce qu'on parle de décennie paritaire ? La décennie paritaire, donc effectivement, c'est ce qu'on retrouve dans la littérature qui s'intéressait au mouvement pour la parité et donc jusqu'à l'avènement de la loi sur la parité. C'est une décennie au cours de laquelle on a vraiment une conjonction de facteurs et d'actions qui vont contribuer à d'une part, montrer que la situation de la sous-représentation des femmes en politique, elle est persistante et elle est très, très, très minoritaire à cette époque-là et qu'il faut absolument trouver un moyen ou des moyens pour briser ce plafond de verre. Et donc, ce qui est vraiment le tout début les deux grandes dates, trois grandes dates de cette décennie, ça va être 1989, paradoxalement, puisque c'est la célébration du bicentenaire de la Révolution française, et ce sont les historiennes qui, les premières, commencent à exhumer, en retournant travailler aux archives à ce moment-là, tout le rôle qu'ont accompli au cours de la Révolution française les femmes, et dont on n'a absolument jamais entendu parler. Et ce sont les premières qui commencent à parler d'invisibilisation de la place des femmes dans l'histoire. 92, c'est le rôle vraiment crucial, notamment de l'Europe, le Conseil de l'Europe qui va organiser, financer tout un tas de rencontres, de manifestations, qui va
permettre de faire émerger tout un réseau d'expertes aussi à ce moment-là, qui vont pouvoir documenter, chiffres à l'appui, sur cette sous-représentation. Et 95, c'est le moment où je trouve qu'on commence à basculer dans la phase beaucoup plus politique, avec des interpellations des candidats à l'élection présidentielle, dont certaines vont être marquantes, par exemple, parce que 95, Jacques Chirac s'était engagé à créer l'Observatoire de la parité s'il était élu, ce qu'il fera. Et cet Observatoire de la parité, c'est toujours pareil, va avoir un rôle de créateur de données qui serviront de référence pour faire un état des lieux, et qui va aussi être un laboratoire de réflexion sur la future loi. 95, c'est aussi les Jupettes que les plus anciens connaissent. C'était Alain Juppé qui s'était targué de faire le premier gouvernement paritaire, et de n'avoir des femmes pas seulement pour mettre des couleurs des touches de couleurs sur la photo, déco, ouais. C'est ça. Et qui, 6 mois plus tard, lors d'un revirement, les avait toutes remplacées. Voilà, grosso modo. Et 98, quand même, c'est le début de la réflexion de est-ce qu'il faut une révision constitutionnelle, avec la révision de la Constitution en 99. Alors la première loi du 6 juin 2010 qui va imposer la parité dans les scrutins à liste, donc les municipales, les régionales et les européennes, elle arrive presque 30 ans après le début de cette prise de conscience, du coup, quand on vous écoute. Mais vous parlez pourtant de loi précipitée. Pourquoi ça paraît long comme délai quand même ? Donc la loi du 6 juin 2000, elle a été effectivement en ce sens précipitée, parce que on voulait, ce que voulaient les différents membres du réseau pour la parité, c'était qu'elle s'applique assez rapidement, et surtout qu'elle entre en vigueur dès les élections municipales. Et les élections municipales étaient prévues en mars 2001. Donc, il fallait aller assez vite. Et donc, il y a eu toute cette espèce de compromis à faire, en tout cas ce choix à faire entre est-ce qu'on accepte une loi un peu imparfaite, mais qui aura le mérite d'exister et que l'on essayera de renforcer par la suite, ou au contraire, est-ce qu'on se dit que si on lâche et qu'on accepte ce côté imparfait, après, il y a aussi le risque que ça reste comme ça pendant longtemps. Et le côté précipité, c'est tout simplement que la loi du 6 juin 2000, d'abord, la solution proposée pour les élections législatives était quand même assez décevante, et surtout que pour les élections au scrutin de liste, il n'y avait absolument aucune modalité concernant les fonctions exécutives. Donc autrement dit, ça concernait que les élus de base. Alors c'est bien que la loi du 6 juin 2000, j'ai dit 2010 tout à l'heure, et dans ce texte, pour éviter que les femmes ne se trouvent reléguées en fin de liste, on instaure la tranche de 6 candidats. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne alors ? Oui, donc le système de tranche de 6 candidats ne s'est appliqué que pour les élections municipales de 2001. Donc ça, c'était notamment la vigilance des parlementaires des délégations aux droits des femmes du Sénat et de l'Assemblée nationale qui avaient regardé ce qui se faisait dans les autres pays, et qui avaient constaté qu'en Belgique, en 94, les femmes s'étaient retrouvées toutes à la fin de liste. Et qui dit fin de liste dit souvent position inéligible. Donc là, elles avaient imposé qu'il y ait un système... dès le départ, elles voulaient l'alternance. Sauf que l'alternance, ça avait été refusé parce que, on le voit en ce moment, quand entre le premier et le deuxième tour, les listes peuvent fusionner. Et là, il y avait cette idée de ça va être trop compliqué d'organiser la fusion en ayant la parité en plus strictement alternée. Donc, ils se sont mis d'accord sur ce système de tranche de 6. Donc, ça veut dire qu'en fait, on regarde une liste de candidats. Donc, dans les communes de plus de 3500 habitants, par exemple, on va prendre une liste de 29 candidats. On va découper fictivement ces 29 candidats en tranches de 6 candidats. Donc, dans les 6 premiers candidats, on va regarder, il faut nécessairement qu'il y ait 3 hommes et 3 femmes, mais il n'y a aucune consigne s'agissant de l'ordre. Donc vous pouvez avoir 3 hommes, 3 femmes, 2 hommes, 2 femmes, 1 homme, 1 femme. Après, vous avez à peu près toutes les combinaisons que vous voulez, du moment qu'il y a bien 3 hommes et 3 femmes dans ce groupe de 6.
Alors, 2002, la droite revient au pouvoir, va détricoter, comme ça se fait souvent, pas mal de lois de Jospin, mais elle s'attaque pas à la loi sur la parité. En partie, justement, parce que cette loi, elle a été constitutionnalisée, c'est un peu le mot le plus dur à prononcer. Qu'est-ce qui est exactement inscrit dans la Constitution ? Donc, dans la Constitution, c'est l'article 3 et l'article 4 qui ont été modifiés. Donc, l'article 3 est important symboliquement parce qu'il fait référence à la souveraineté du peuple. Et donc, là, il y a un alinéa qui a été ajouté et qui précise que la loi favorise, et non pas garantit, favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. Donc là, ça détermine aussi le champ de la loi, des lois qui pourront être adoptées, qui seront nécessairement des lois de politique d'égalité des chances, et pas des lois de discrimination positive. Ça, c'est le premier point, mais on y reviendra peut-être après. Et le deuxième article qui est modifié, c'est l'article 4, qui concerne les partis politiques et qui précise, c'est-à-dire les partis politiques, concourent à la mise en œuvre de cette loi. Donc c'est aussi une manière de rappeler que si on a été obligé de légiférer, c'est bien parce que les partis politiques, quels qu'ils soient, même en interne, n'ont jamais réussi à s'appliquer des quotas en interne et qu'il a fallu que la France recourt à un dispositif législatif. Donc c'est la constitutionnalisation, mais c'est aussi, je pense qu'il y a un coût aussi politique parce que la parité a été quand même très bien vue auprès de la population, qu'il y a eu quand même une très grosse médiatisation autour de cette notion-là, et qu'il ne faut pas l'oublier, on est en période de cohabitation. Et comme vous l'avez dit, c'est le Premier ministre Lionel Jospin, parce que ça figurait dans son programme électoral pour la présidentielle de 95, qui l'a porté et qui l'a mise en œuvre. Donc la droite ne pouvait pas revenir dessus comme ça, en tout cas. Alors, en 2007, si on avance, loi du 31 janvier 2007, on oublie donc la tranche des 6 candidats, on passe à l'alternance. Donc, qu'est-ce que c'est l'alternance ? Alors, cette fois-ci, c'est pas l'alternance politique, c'est l'alternance sur les listes. Complètement. Donc, typiquement, la loi du 31 janvier 2007, c'est Jacques Chirac, lors de ses vœux en janvier 2007, qui avait annoncé à la presse qu'il allait lui aussi faire avancer la parité. Donc, on est bien dans cette idée de la droite aussi. Exactement, ouais. Complètement. Et donc là, l'idée, c'est de dire, le système des tranches de 6 candidats pour les élections municipales et tranches de 4 pour les régionales. Bon, on va faire plus simple et donc on va imposer l'alternance femme-homme, femme-homme. Après, si on va jusqu'au bout de la logique, c'est juste que compte tenu des modes de scrutin, qu'on soit en système de tranche de 6 ou de 4 ou en système d'alternance, le mode de scrutin fait que au final, sur les élus, on arrive exactement à la même chose. Donc, on peut imposer l'alternance, ça n'engendrera pas plus de féminisation ou moins de féminisation, et c'est un peu plus simple. En tout cas, c'est plus lisible. Alors cette même loi, elle va également impacter le scrutin cantonal pour élire les conseillers départementaux. Et là, elle crée ce qui s'appelle un remplaçant de sexe opposé. En quoi ça consiste ? Alors, ça c'est... parce que la loi sur la parité jusqu'à présent, la loi du 6 juin 2000, ne porte que sur les élections au scrutin de liste, ou quasiment que sur les élections au scrutin de liste. Elle concerne d'ailleurs aussi les sénateurs qui sont élus au scrutin de liste. Par contre, toutes les élections au scrutin majoritaire, hors législative, sont tenues à part. Donc ça veut dire que les sénateurs qui sont élus au scrutin majoritaire ne sont pas concernés, ni les conseillers généraux, puisqu'ils sont élus au scrutin majoritaire. Et donc là, évidemment, les parlementaires qui siègent aux délégations des droits des femmes à l'Assemblée nationale et au Sénat et l'Observatoire de la parité militent pour justement faire en sorte qu'il ne reste plus de bastions masculin. C'est comme ça d'ailleurs qu'on qualifie les conseillers départementaux. Donc, pour donner en fait un peu le change, pour calmer un peu tout ça, on crée donc ce fameux remplaçant de sexe opposé. Sauf que dans la loi du 31 janvier 2007, le remplaçant de sexe opposé ne succède au titulaire du siège qu'à son décès.
Donc, autrement dit, moi j'avais fait les calculs, je crois que sur la dernière mandature, ça aurait représenté 2 ou 3 femmes qui auraient pu, grâce à cette loi, devenir conseillère générale. C'est comme ça qu'on disait à l'époque. Donc, c'est un peu dangereux quand même. Donc évidemment, c'était très insatisfaisant et la bataille, le travail de sape en interne au sein des parlements et de l'Observatoire a repris jusqu'à ce que donc les parlementaires, donc des délégations aux droits des femmes à l'Assemblée nationale et au Sénat, avec donc l'Observatoire, parviennent à faire adopter ce qui sera la loi du 26 février 2008. Donc là, on est à quelques jours des élections cantonales de 2008 pour élargir les motifs de remplacement permettant en fait aux remplaçants de succéder aux titulaires. Le véritable enjeu en fait pour ces parlementaires, c'était de faire en sorte que quand le titulaire d'un siège abandonne son mandat de conseiller général parce qu'il était en situation de cumul des mandats, qu'il n'y ait plus d'élection partielle, mais que ce soit directement le remplaçant qui lui succède. En l'occurrence, le remplaçant. Et c'est souvent d'ailleurs une blague, je ne sais plus quelle politique avait sorti ça, quel est le féminin de conseiller général? Remplaçante. Voilà, c'était... Mais ça montrait bien, en tout cas, l'état d'esprit. Alors, toujours au niveau territorial, Nicolas Sarkozy, lui, il crée donc ce statut qui sera donc éphémère. Il crée le statut de conseiller territorial. Alors, on va vous demander de nous expliquer ce que c'était, parce que c'est pas resté dans les mémoires. Et quel effet ça a eu quel effet ça aurait pu avoir sur la parité? Oui, donc quand Nicolas Sarkozy arrive au pouvoir en 2008, on est entre 2008 et 2010, c'est à peu près le temps qu'il faut aux différentes lois d'aboutir. C'est vraiment sur cette idée il faut endiguer la gabegie financière. Les élus locaux coûtent trop cher, on a un millefeuille administratif, il faut absolument le réduire. Il faut diviser par 2, c'est ça, c'était vraiment ça. Il faut diviser par 2 le nombre d'élus locaux. Et donc le meilleur moyen d'y parvenir, c'était de créer donc ce fameux conseiller territorial qui consistait à fusionner en fait les conseillers généraux, donc qui étaient 4200 et les 2000 conseillers régionaux pour arriver au final à 3000 conseillers territoriaux. Donc c'était des espèces de super élus locaux qui auraient siégé un peu dans les 2 assemblées. Alors, il y a eu tout un tas de tractations pas de tractations, de réflexions sur comment les faire élire. Et ce qui avait été retenu, in fine, c'était que l'essentiel de ces conseillers territoriaux, finalement, ça ressemble quand même beaucoup à des conseillers généraux et eux soient élus au scrutin majoritaire, qui est un peu plus favorable à la droite, au passage, à la droite des territoires, et 20% seulement au scrutin proportionnel de liste. Et la parité, comme elle ne s'applique quasiment qu'au scrutin de liste, n'aurait concerné que ces 20%. Donc autrement dit, on n'aurait eu que 10% de conseillères territoriales, dans le meilleur des cas, alors peut-être un petit peu sur la partie élue au scrutin majoritaire, alors qu'on était à 48% de femmes conseillères régionales à la même époque. Donc là, c'était un recul vraiment... énorme. Et là, ce qui est magique, c'est que le Conseil constitutionnel qui aurait pu être un garant contre ça, ça passe. Exactement. Alors qu'il y a eu encore et toujours une mobilisation des parlementaires de la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale et du Sénat, que l'Observatoire de la parité a mobilisé les médias, a réalisé des études d'impact démontrant que le nombre d'élus allait s'effondrer, d'élus femmes allait s'effondrer. Ça n'a pas empêché que la loi soit validée et le Conseil constitutionnel, pour justifier sa décision, a déclaré que la loi n'ayant pas pour motif principal de la volonté d'endiguer la féminisation des assemblées locales, quelque part c'était un dommage collatéral. Acceptable. Voilà. Exactement.
Alors en 2012, c'est la gauche qui revient au pouvoir et qui va réformer le mode de scrutin des conseillers généraux, donc à l'échelle du département, et elle va introduire à ce moment-là le scrutin binominal. En quoi ça consiste ? Alors, juste avant le retour en 2012, peut-être un point important, c'est qu'en 2011, le Sénat, pour la première et jusqu'à présent seule fois, bascule à gauche, notamment en raison de la grogne qu'a suscité la création de ce fameux conseiller territorial. Et les sénateurs sont élus par des grands électeurs qui sont que des conseillers, que des élus locaux. Et parmi eux, donc là en ce moment on en entend beaucoup parler, les grands électeurs sont les conseillers municipaux, mais ce sont aussi les conseillers généraux et les conseillers régionaux. Et François Hollande s'était engagé à supprimer le conseiller territorial s'il était élu à la présidence. Et c'est ce qu'il fera d'ailleurs directement. Donc on a une suppression du conseiller territorial et en même temps, en 2010, on a acté que c'était les dernières élections régionales et en 2011, les dernières élections générales, cantonales, pardon. Donc on se retrouve avec un espèce de vide. Et c'est à ce moment-là que le gouvernement, sous la présidence Hollande, en l'espace de 3 ans, les différents gouvernements vont continuer de remodeler l'espace local. Et donc, en 2013, la loi du 17 mai 2013 va créer ce fameux conseiller binominal, qui est donc la nouvelle version 2.0 du conseiller général. Alors, il faut savoir juste que le mode d'élection des conseillers généraux n'avait pas changé depuis le 19e siècle. Et là, tout change. On redécoupe complètement les cantons, pour avoir 2 élus qui soient élus au scrutin majoritaire tout en respectant la parité, donc en maintenant deux impératifs qui sont apparemment incompatibles. Donc là, ils ont trouvé une solution. Donc ça nécessite un gros redécoupage des cantons. On passe au renouvellement intégral aussi au lieu du renouvellement partiel. Et surtout, donc, on impose un binôme nécessairement homme-femme, et ce qui est quand même plus efficace que n'avoir qu'un remplaçant de sexe opposé. Alors, visiblement, la parité, c'est un peu comme l'immigration, chacun y va de sa petite loi, et pour Macron, ce sera donc la loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019. Alors, qu'est-ce qu'il ajoute ou qu'est-ce qu'il modifie, en fait, au dispositif censé favoriser l'égalité, ce dernier ajout ? Alors, dans la loi Engagement et Proximité, il y a un tout petit article qui concerne véritablement la parité et qui, en fait, annonce qu'il va y avoir une nouvelle loi qui va se charger d'avoir, cette fois-ci, d'atteindre la parité dans toutes les communes, plus uniquement pour les communes de plus de 3500 habitants ou plus de 1000 habitants, mais cette fois-ci pour toutes les communes, et surtout aussi pour les fonctions exécutives, donc les fonctions d'adjointe pour donc les toutes petites communes, mais aussi au sein des groupements des groupements communautaires. Donc c'est ce qu'on appelle les communautés de communes, communautés d'agglo et les métropoles. Alors si on regarde les 3 assemblées locales, justement, à l'échelle municipale, régionale et départementale, est-ce qu'il y en a une qui s'est féminisée plus rapidement que les autres ? Oui. Alors, contre toute attente, ce sont les conseils départementaux qui ont atteint la parité de manière massive et brutale, puisque, alors que c'était encore en 2011 un bastion masculin avec 11 ou 12% de conseillères départementales, on est arrivé en 2015 directement à 50% de femmes élues, et depuis, ça reste. Donc, c'est vraiment quelque chose de très... on a eu une bascule liée à cet effet mécanique, quoi. Complètement. C'est là où on voit que les modes de scrutin sont vraiment capitaux pour parvenir ou pas à la féminisation. En tout cas, là, c'est manifeste. Et si on revient aux communautés de communes, vous abordez aussi la proposition de loi qui s'appelle 4587, qui veut poursuivre la féminisation des conseils communautaires. Et elle veut instaurer pour ça ce qui s'appelle une féminisation en miroir des fonctions exécutives. Ça se traduit comment en pratique ?
Alors, c'est une proposition qui revient. Alors, pour l'instant, elle est plus d'actualité, mais en tout cas, il reste quand même une mémoire parlementaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la féminisation des assemblées communautaires, non seulement on a très peu de données, mais surtout, il n'y a pas de parité qui s'applique en tant que telle. En fait, elle s'applique par ricochet et uniquement pour une partie des élus. C'est-à-dire que les conseillers communautaires, vous en avez une partie qui sont élus. Ça, c'est dans le cas c'est les conseillers qui sont fléchés, donc dans le cas des communes de plus de 1000 habitants, de 1000 habitants et plus. Alors que dans les communes de moins de 1000 habitants, les conseillers communautaires sont élus selon l'ordre du tableau. Donc, on a des conseils communautaires, des communautés de communes, communautés d'agglos ou des métropoles, qui vont avoir un taux de féminisation très différent. Si, par exemple, vous n'avez que des communautés de communes avec que qu'un ou deux sièges par commune, en fait, souvent ce siège-là est occupé par le maire, et comme les maires sont quasiment que des hommes, vous avez très peu de femmes. Bref, pour revenir à cette histoire de féminisation miroir, la proposition d'Élodie Jacquier-Laforge, c'était de dire, voilà, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde combien il y a de pourcentage de femmes élues dans les assemblées communautaires, et si par exemple il y a 30% de conseillères, on doit avoir 30% de vice-présidentes de communautés de communes pour faire en sorte que ça atteigne les fonctions exécutives. Mais cette proposition n'a pas débouché sur une loi. Et surtout, la loi du 21 mai 2025 qui a supprimé tout seuil pour les élections municipales, donc qui a fait passer toutes les élections municipales au scrutin de liste, et donc pour la première fois, là, en mars, les très petites communes ont, elles aussi, dû présenter des listes paritaires. Cet article-là qui concernait la féminisation des vice-présidences des communautés de communes, d'agglos ou les métropoles a été supprimé du projet de loi. Donc pour l'instant, c'est la prochaine conquête qui reste encore aussi à faire. Grande étape. Alors il nous reste très très peu de temps, donc juste très rapidement, donc pour ce scrutin, les élections 2026, là, seulement 24,4% des listes déposées ont à leur tête une femme, à peine plus qu'en 2020, et finalement les femmes on les retrouve plus dans les toutes petites villes et dans les grandes villes. Alors pourquoi ? Dans les toutes petites communes et dans les grandes. Parce que pour être la fonction de maire, c'est une fonction qui reste encore largement convoitée, donc il faut quand même un peu souvent ferrailler pour y prétendre, en tout cas pour essayer de l'obtenir. Deuxième raison, c'est que le cursus ascendant ou le cursus honorum continue de s'exercer, c'est-à-dire qu'on ne démarre pas, on ne se lève pas un matin en disant tiens, je vais être maire. Généralement, vous êtes d'abord élue conseillère municipale, et puis après le mandat d'après adjointe, et puis après, normalement, vous êtes entre guillemets suffisamment légitime pour tenter d'être maire. Donc ça prend du temps. Et c'est aussi en lien avec le fait que ça prenne du temps, c'est que les femmes continuent d'entrer plus tardivement dans la vie politique, parce que elles continuent d'assumer l'essentiel des tâches domestiques. Et ça prend du temps énormément, et que quand on veut, il y a déjà la double journée donc entre la vie professionnelle et la vie familiale. Donc quand on veut briguer un mandat, souvent ce qu'on dit, c'est la troisième journée. Et donc comme tout se fait à peu près ou se développe au même moment, entre 35 et 50 ans, c'est compliqué. Donc on aura peut-être un effet dans 15 ans, mais pour l'instant les fonctions de maire, ça reste difficile à féminiser. Alors si on regarde très rapidement, les femmes, elles représentent par contre 31,6% des présidents de conseils régionaux, donc c'est une fonction qui, elle, s'est féminisée davantage et un peu plus vite. Pourquoi celle-là en particulier ? Parce que c'est les assemblées régionales, ça fait partie le mandat de conseiller régional, c'est le mandat le moins intéressant d'un point de vue carrière politique. Pas en tant que mandat, en tant que carrière politique. Alors je devrais peut-être commencer à employer un imparfait, parce que depuis la loi NOTRe et depuis 2015 aussi, les grandes régions, elles gèrent maintenant des compétences encore plus importantes, et les budgets sont conséquents.
En témoigne le fait que de nombreuses personnalités nationales, d'anciens ministres, sont maintenant présidents de région et incarnent leur région. Donc c'est en train de changer, mais pour l'instant, ça reste un mandat qui est peu attractif pour quiconque souhaiterait mener une carrière politique. Et puis on connaît très peu, les citoyens généralement identifient assez peu leur président de conseil régional. Un grand merci, c'est passé très vite. Un grand merci Aurélia Troupel, c'était vraiment passionnant. Et ben les filles, on y va, hein. Il faut les briguer, ces mandats. Un petit mot pour vous dire que ce dimanche, le Jardin des Plantes ouvrira ses portes pour le salon Primavera, le salon des plantes rares. Allez y faire un tour après les élections, c'est très agréable. Allume la science, c'est déjà fini. Un grand merci à Alice Rollet pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés. Allume la science. C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme. Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière. Une sorte de relativisme absolu. Inversion complète de la charge des protons. La Terre va entendre ces mots. Allume la science.